Une série temporelle est une série dont l'index est le temps. Comme exemple, nous avons la météo par exemple. La météo, on peut avoir la température qu'il fera par heure, par jour, tout cela en fonction du temps. Donc c'est une série temporelle. Donc une série, un ensemble de données dont l'index est le temps. Alors, on en trouve un peu partout des séries temporelles, c'est très intéressant à étudier parce qu'elles ont des caractéristiques qui reviennent très souvent. Alors, une série temporelle, généralement, on a la tendance, c'est-à-dire est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue, ou est-ce qu'elle est stable. Et nous avons également la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a un comportement qui est souvent répétitif. Par exemple, l'été, les températures sont beaucoup plus chaudes, l'hiver sont beaucoup plus froides, elles sont beaucoup plus basses. Donc on a ce concept de saisonnalité également qui est lié aux séries temporelles. On a également le concept d'autocorrélation qui expliquer simplement veut dire que à chaque fois qu'il y a un événement donné, on peut s'attendre déjà à une réaction qui s'ensuit. Donc voilà un peu quand on sait que allez, un événement par exemple, je sais pas, quand il neige par exemple, on sait que la température sera encore beaucoup plus froide. Voilà un peu des caractéristiques des séries temporelles. Alors dans cette vidéo qui est la 26e de la série Data Analysis avec Python, oui, on va vers la fin déjà. Alors dans cette vidéo, nous allons voir voilà, les séries temporelles, nous allons apprendre à les analyser ensemble. Et surtout, nous allons le faire dans un cadre d'un projet. Nous allons analyser les données de consommation et de production de l'énergie en Allemagne, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie solaire, ouais, solaire, l'énergie éolienne aussi. Nous allons étudier tout cela, nous allons voir quels sont les jours où les gens consomment le plus d'énergie, est-ce que la production elle est assez suffisante par rapport à la consommation, quels sont les mois où on consomme le plus d'énergie, est-ce qu'on consomme beaucoup plus en week-end qu'en semaine de travail. Voilà des questions qu'on peut vouloir se poser. Et bien dans cette vidéo, c'est ce que nous allons apprendre ensemble. C'est parti. Alors comme d'habitude, le notebook est déjà disponible. C'est comme pour les précédentes vidéos. Nous avons le notebook qui est disponible ici, au niveau du, voilà, le 3.3. Donc il suffit de cliquer sur Open in Colab, CTRL-clic. Ça ouvre en fait Colab là. Si vous ne savez pas c'est quoi Colab, j'ai une vidéo justement par rapport à ça sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la vérifier. Alors là, il faut juste cliquer, voilà, descendre ici, cliquer sur ceci, analyse de série temporelle, et ça ouvre le notebook. Moi, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà connecté, donc du coup, on peut y aller directement ici. Alors, comme je l'ai dit, série temporelle, série donnée dont l'index est le temps, et nous allons justement utiliser Panda pour analyser des séries temporelles, cette fois-ci, informations relatives à la consommation et la production d'énergie électrique au niveau de l'Allemagne de 2006 à 2017. Donc du coup, d'abord, je vais importer les librairies de base, Panda, NumPy, DateSign, Matplotlib pour la visualisation et Seaborn aussi. Alors dans cette vidéo, nous ne ferons pas vraiment un focus sur la visualisation, nous allons le faire beaucoup plus dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo qui sera intitulée la visualisation avec Matplotlib et Seaborn. Très bien, donc du coup, voilà, exécuter malgré tout. Alors la data vient de GitHub, j'ai trouvé sur GitHub ici. Allez, on peut cliquer vite fait et voir ce que ça donne. Voilà, CTRL-clic. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, donc si jamais j'enlève tout ceci, je mets GitHub. Voilà, not found. Si j'efface le master. On verra en fait le profil, voilà le profil de la personne et la data qui est ici. Mais c'est pas grave, voilà, on copie le lien direct, on le met dans Panda, on fait pd.read.csv et on l'importe, d'accord? Donc là, il fait le travail, je vérifie le shape, on a 4383 lignes, 5 colonnes, justement, voyons 5 lignes de façon aléatoire. Donc du coup, de façon aléatoire, on a, ok. Donc on a la date, la consommation en énergie, j'imagine, la production du vent, wind, le solaire et la somme des deux. Très bien, très intéressant. Donc du coup, normalement ceci ça doit être au format date, n'est-ce pas? Puisque c'est une série temporelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On remarque que la date ici c'est object, et le reste c'est des floats. Alors que la date ça doit être justement
pouvoir être manipulable sous forme de date. Et c'est ce que nous souhaite faire. Donc du coup, essayons de faire un focus sur la date. Énergie date, on le sélectionne comme ceci. J'ai déjà montré des vidéos, je pense, au niveau des vidéos précédentes, comment sélectionner une colonne. On peut le faire comme ceci. On aurait pu faire également énergie, comme ceci, énergie, point, date. Ok, on aurait pu faire comme ça également, mais bon, je préfère beaucoup plus cette notation-là. Donc, je vais supprimer celle-ci vite fait. Tac, ok. Donc du coup, c'est object et d'abord on va vérifier si on a des valeurs manquantes au niveau de la date. Ce serait bien de le savoir. Donc, allez, je copie simplement ceci. Voilà, copier, coller. Je fais point is null. Et donc du coup, je fais point any pour savoir s'il y a au moins une valeur manquante. False, donc il n'y a aucune valeur manquante, donc c'est bien. Alors, donc du coup, nous allons convertir en fait cette colonne date qui est object actuellement en datetime pour qu'on puisse la manipuler comme vraiment une date. Donc du coup, pour le faire, Panda offre une fonction qu'on appelle toDateTime. Donc pd.toDateTime et on met, voilà, energyDate égale à pd.toDateTime energyDate. Vous allez voir ce que ça fait comme transformation. Donc je l'exécute. Donc quand je fais après info pour vérifier le type et les informations relatives à mes données, vous voyez qu'ici désormais le type c'est datetime 64ns, ok? Donc du coup, on a du coup notre énergie date, voilà, énergie date, son type désormais c'est un datetime. Vous voyez, datetime. Et donc du coup, on peut le manipuler en tant que datetime et nous allons voir à quoi cela sert tout de suite. Mais d'abord, nous allons, comme on a dit en début de la vidéo, une série temporelle et une série dont l'index est le temps. Donc du coup, nous pouvons transformer, en fait, au lieu d'avoir des index ici de 0 jusqu'à 4383, nous pourrons utiliser la date comme l'index. Et puisque c'est la date et que ça doit être unique normalement, donc du coup on peut le transformer en index. Et pour le faire, on utilise la fonction setIndex. Donc du coup, énergie égale à énergie.setIndex et on met le nom de la colonne à l'intérieur. Donc du coup, setIndexDate. Donc j'exécute ceci vite fait. Alors quand je fais head, vous allez voir ce que ça donne. On aura désormais la date qui est l'index ici, voilà. C'est parfait. Donc du coup, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Mais d'abord, essayons de voir les valeurs manquantes. Comme toute analyse de données, essayons de voir les valeurs manquantes. Donc si je fais energy.isNew.min, j'aurai la proportion de valeurs manquantes par colonne. Parce que min, c'est la moyenne, donc du coup, ça fera la proportion. Donc du coup, au niveau de la consommation, je n'ai aucune valeur manquante. Donc c'est cette colonne. La colonne wind, j'ai 33% de valeur manquante. Solar, j'ai 50% de valeur manquante. Et la somme, j'ai 50% de valeur manquante. Très bien, très très bien. Alors, comment gérer les valeurs manquantes au niveau des séries temporelles? Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment gérer les valeurs manquantes. Mais pour les séries temporelles, on utilise très souvent le F-fill et le backfill, le B-fill. Donc, en gros, ça ressemble à ceci. Ça ressemble à ceci. Donc, énergie, par exemple, consumption. Voilà. On peut faire un point F-fill. Ok, et ça c'est le forward fill, il y a le backward fill. Alors pourquoi on fait cela au lieu de remplacer par la moyenne par exemple ou bien par la médiane? En gros, les séries temporelles, on suppose justement qu'elles ont cette tendance-là, donc elles évoluent ou elles sont comment dire, elles sont constantes. Donc du coup, généralement, on se dit que si la valeur est manquante, on peut la remplacer par celle qui vient avant ou celle qui vient après. Donc, c'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous, mais ce qui est dans le contexte que vous êtes, ce qui est le plus pertinent. Donc, par exemple, si moi j'ai des données de la météo et que je veux prédire, il y a les données de ce jour qui manquent, bah, je vais prendre les données de la veille et supposer qu'on aura la même température. Donc, du coup, bon, on ne le fera pas ici parce qu'on l'a déjà fait une fois, donc du coup, je vais laisser tomber. Donc, on revoit vite fait notre index. Très bien. Alors, la date qu'on a transformée, justement, notre type datetime, on aimerait bien pouvoir y extraire des valeurs qui vont nous permettre de faire du calcul plus tard. Parce qu'on a dit en introduction quels sont les jours où on consomme le plus, les mois où on consomme le plus. Donc, en fonction de chaque datetime, on aimerait extraire le jour, l'année, le mois, est-ce que c'est un week-end, des trucs comme ça. Donc, on peut le faire justement avec Panda et justement avec ce type datetime. Regardez ceci. Donc, je vais juste afficher 5 éléments de l'index. Vous voyez, on a 2006 001, 2006 0102
et ainsi de suite. Donc, si on fait point year, regardez, point year, parce que ceci c'est un détail, quand on fait point year pour dire année, regardez ce qu'on obtient. On obtient 2006, 2006 et ainsi de suite, parce que c'est 2006 vraiment. Et on peut faire même point mount, ok, pour le mois. On va obtenir le mois, vous allez voir, un pour janvier. On peut vérifier, mais on peut récupérer même la date, le day, le jour, pardon. Donc ici, ce sera 1, 2, 3, 4 et 5, vous voyez. Et on peut même aller plus loin, récupérer le nom de la journée. Donc ça peut être un lundi, un mardi, un jeudi, et ainsi de suite. Donc là, le 1er janvier 2006, c'était un dimanche, Sunday. Vous voyez un peu? Donc du coup, nous pouvons créer ce genre de colonnes-là pour avoir beaucoup plus de flexibilité lors de l'analyse. Et cela est possible uniquement grâce à la conversion au type datetime que nous avons fait. Donc du coup, je vais justement créer des colonnes relatives à la date. Donc du coup, je crée la colonne year. Vous voyez, donc je l'ai défini là, je lui affecte énergie index year. Donc du coup, si je fais le point head, vous allez voir la colonne year qui sera à droite totalement à la fin. Vous voyez, on a le year qui apparaît. Donc du coup, si je fais par exemple un value count, vite fait pour voir combien de lignes nous avons par année, nous allons vite voir que voilà, nous avons 365 jours parfois et 366 jours parfois. Et cela est correct normalement. Donc, c'est bien. Nous allons le faire pour le mois et le jour également. Donc, allez, je vais stocker, au lieu de stocker le jour en nombre, je vais stocker en toutes lettres, je pense. Donc, on fait la même chose pour le mois et le jour. Et donc, du coup, nous avons, voilà les jours, voilà le mois. Et c'est parfait. Donc, du coup, on peut faire des agrégations par mois, par semaine, par jour, pardon, et ainsi de suite. Nous verrons comment le faire par semaine plus tard. Alors, ici, c'est un truc très intéressant. Nous voulons ajouter une autre colonne désormais que nous allons appeler is weekend. Est-ce que ce jour-là est un week-end ou pas? Alors, on sait que le week-end, c'est seulement le samedi et le dimanche. Donc, du coup, nous allons dire à Panda, Panda, prends-moi le day name, et est-ce qu'il est, voilà, avec la fonction is in, et on met une liste à l'intérieur, is in Sunday ou bien Saturday. Donc, ceci équivaut à énergie day name égale Sunday, or énergie day name égale Saturday. Donc, c'est une astuce, au lieu d'utiliser plusieurs or, on peut utiliser juste la fonction is in et la voix entre crochet dans une liste. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si je fais is weekend, voilà. On peut l'afficher vite fait. Alors, voilà. Donc, on peut faire le energy.head. Et nous aurons justement notre is weekend. Vous voyez, par exemple, Sunday. Non, c'est trop parce que c'est un week-end. Vous voyez. Donc, du coup, c'est bien. Alors, on aurait pu faire le or et ainsi de suite. Mais n'oubliez pas que le or en panda, c'est cette barre verticale là. Et le et en panda, c'est ceci. Non, c'est ceci. Voilà. N'oubliez pas cela. Et une chose, si vous avez décidé de faire le or au lieu de faire ceci normalement, si vous faites ça comme ceci, vous aurez une erreur. Ok? Vous aurez une erreur parce que Panda a du mal. Ici, il va essayer de comparer ceci, le Saturday et le energy.dname avec un or. En fait, c'est pas assez précis comme syntaxe pour Panda. Donc, il faut mettre tout ceci entre des parenthèses d'abord, ok? Donc, du coup, il faut le mettre entre des parenthèses ici, comme ceci. Voilà, vous voyez. Et là, ça peut marcher. Ou bien or, allez, on peut mettre un or, hein, c'est un or qu'on cherche. Donc, ça peut pas être et. Donc, on fait un or, je pense que c'est le 7, non? C'est Alt 6, ok, c'est bon. Donc, du coup, nous pouvons avoir, voilà, true si c'est un week-end, false si ce n'est pas un week-end. Bref, c'est bien, nous avons nos données et voilà, on peut faire le year mass. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait. On sait que c'est 2017, normalement. Ben voilà, donc on a des données de 2006 à 2017. Et voilà, maintenant qu'on a l'index qui est le temps, on peut le sélectionner de façon très très simple. Hein. C'est vraiment très intéressant de sélectionner des lignes dont l'index est le temps. Regardez comme ceci, regardez ceci. Regardez ceci, si je fais énergie, je vais sélectionner les lignes du mois de mai 2010. Allez, regardez, je fais lock, je fais ça, je fais comme ceci, je mets à l'intérieur 2010. Le mois de mai, ça fait 5. Donc voilà, c'est tout. Regardez. Et là, je récupère toutes les lignes du mois de mai. C'est pas magnifique ça? Et je peux même aller plus loin. Je peux lui dire, tu sais quoi, donne-moi des lignes de mai 2005 à
2013 08, mois d'août par exemple, vous voyez, et j'ai exactement la même chose. Et je peux aller plus loin, je peux lui dire, donne-moi des données 2007 uniquement, et comme ceci, j'ai toutes les données de 2007, vous voyez, 365 lignes. Et c'est encore mieux, je peux faire par exemple du 23 décembre 2016 au 28 décembre 2016. Voilà, c'est une période de fête, généralement, Noël et ainsi de suite. Donc vous voyez, on récupère exactement ça avec ceci inclus, avec le 28 inclus. Ce n'est pas comme pour les index numériques. Donc vite fait, ça c'était, on a appris à, j'ai parlé des valeurs manquantes pour les séries temporelles, le backward field et le forward field, la création de colonnes de features pour mieux faire le calcul avec les données. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle le feature engineering. Et voilà, on a pu indexer également et extraire les éléments qu'on souhaite extraire. Maintenant, nous allons passer à notre analyse proprement dite. Donc, vite fait ici, voilà, vite fait ici. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails pour les visualisations. Donc, allons vite fait afficher le plot, la consommation en énergie. Donc, je fais c'est déjà prêt, donc du coup, un truc vite fait pour qu'on ait une idée. Donc là, on voit de 2006 à 2016, on voit qu'il y a quand même, ouais, c'est ce que je disais, ça, on a un comportement répétitif, on a une saisonnalité entre chaque année, je pense, ok? Donc on peut supposer, voilà, ça c'est une année, donc ça commence en haut, puis ça descend légèrement, puis ça remonte. Donc nous allons essayer de voir un peu plus en détail tout ce qui se passe là au fil des années, ok? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord répondre à une question très simple. Quel est le jour avec le plus de consommation en global? C'est-à-dire, les jours de la semaine, hein, quel est le jour de la semaine avec le plus de consommation en global? Donc, est-ce que c'est le lundi qu'on consomme le plus? C'est le mardi? J'aimerais bien savoir quel est le jour où on consomme le plus d'énergie. Donc, pour le faire, je peux faire un group by. On l'a déjà vu dans une vidéo également. Je fais un group by day name et je fais la somme. Et je récupère la colonne consommation, puis je fais... Allez, au lieu de faire tout cela qui est déjà frais, je vais vous montrer ça pas à pas. Donc, énergie.group by, je fais mon group by name, day name. Ok, je fais un group by day name. Comme ceci. Voilà, donc quand je l'exécute comme ça, je récupère un objet group by. Ok, bon, si je fais par exemple point groups, hein, ça peut me remettre, c'est un dictionnaire, vous allez voir. Ouais, pour chaque jour, j'ai les index qui correspondent. Donc, du coup, au lieu de faire ça, je ne vais pas le faire. Je peux faire une agrégation. Je fais somme, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il fera? Il prend Friday, il fera la somme pour chaque colonne. Et donc, du coup, quand il fait comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a la somme de la consommation, la somme de wine, solar, et ainsi de suite. Moi, je suis intéressé par la consommation en particulier. Donc, du coup, je vais prendre ceci, je fais ça. Et donc, du coup, je le récupère uniquement. Et je n'ai pas envie de lire tout ceci. Je vais juste faire un sort values pour savoir. Un sort values, voilà. Un sort values pour le dire du plus grand au plus petit. Du plus petit au plus grand plutôt, je pense, par défaut. Donc, du coup, voilà. On a 691 000, voilà, c'est le minimum, et 897 000. Ça, c'est le maximum, donc c'est le mercredi. Pourquoi on consomme plus d'énergie électrique les mercredis en global sur l'année? Je n'ai pas d'explication pour ça. Si vous avez une explication, essayez de la mettre en commentaire. Je ne sais absolument pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire une visualisation intéressante. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails comme je l'ai dit. C'est très simple ce que j'ai fait. Nous verrons la prochaine vidéo. Matplotlib Seaborn, la visualisation. Ce sera un peu plus long également, comme celle-ci. Mais c'est pas grave, on apprend ensemble. Alors, je vais juste faire un bar plot ici. Je ne vais pas entrer dans les détails comme je vous l'ai dit. Group day, ok. Il faut que je puisse faire. Je peux stocker le group day, voilà. Alors on aura un truc vraiment joli comme ceci. On peut voir Wednesday, c'est le top. Donc ça commence petit, ça augmente, puis ça descend les week-ends. Donc on dirait que les week-ends ne consomment pas assez. On verra ça un peu plus en détail, on va les prendre en global. Donc du coup, passons à la consommation par année. Essayons de voir un peu par année. Est-ce qu'on a, justement, on avait dit qu'on avait ce comportement de énergie, la consommation qui commence très très fort, ça diminue, puis ça augmente. Donc, essayons de zoomer sur une année pour voir un peu ce que ça donne. Donc, du coup, là, je vais d'abord faire une visualisation par année. Là également, c'est Seaborn que j'ai utilisé en faisant un map
Donc, vous voyez la consommation par année. Regardez ceci. Donc, j'ai la consommation depuis 2007. Vous voyez, on a le même pattern presque. Bon, ça change un peu parfois. C'est 2009, c'était la crise, donc peut-être qu'il y a moins de consommation, je ne sais pas. Mais en général, on a le même pattern. Donc, du coup, on va zoomer sur une année particulière, par exemple 2016, hein, juste aléatoirement. Donc, je vais la copier, je vais prendre data de la énergie log, voilà. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je sélectionne l'année 2016, je copie dans data, parfait. Donc, du coup, mon data, il sera quoi? Il sera 2016, voilà, 366 lignes. Donc, du coup, si je fais data index, bon, c'est pas la peine de le faire. Donc, ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est j'affiche en fait la consommation, voilà, data, la consommation sur l'as des ordonnées et l'index sur l'as des abscisses. On va voir la consommation au fil du temps au niveau de 2016. Donc, si je l'affiche, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons voir? Ok, très intéressant. On voit la consommation avec les points particuliers. On voit que ça commence très fort, puis ça diminue, puis ça augmente encore. Vous savez ce qu'on va faire? Nous allons essayer de faire beaucoup plus... nous allons... Bon, déjà ici, on peut remarquer hein, que on a cette impression que dès que l'été commence, vers le mois de mars jusqu'au mois de juillet, par là, au mois de septembre, on a la consommation qui diminue. J'imagine que c'est l'été, tout le monde est dehors, il fait chaud. L'hiver, on est à l'intérieur, il fait beaucoup plus froid, donc on a une chose de chauffage et autres. Donc, pour cela qu'il n'y a pas il y a une grosse consommation en hiver, une faible consommation en été. Donc, voilà des insights qu'on arrive à extraire de notre analyse de données. Donc, du coup, bon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu comparer la consommation en énergie, la production d'énergie solaire et la production d'énergie éolienne, mais le tout sur le même graphe. Donc, je vais vous montrer comment on le fait plus tard. Donc, j'exécute. Alors, c'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique ça? Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Donc, vous voyez encore plus clairement ce que je disais. Vous voyez, à partir du mois d'avril, ça diminue jusqu'au mois de septembre-octobre. À partir de septembre, ça commence à reprendre et ça évolue. C'est quoi ce point-là? La consommation, on a l'impression qu'elle diminue autour de Noël. Hein, je comprends pas. Pourquoi la consommation diminue autour de Noël? Alors que Noël, il fait froid, il fait beaucoup plus froid, il neige même à Noël parfois. En gros, voilà, la production d'énergie solaire. Regardez la consommation. Production d'énergie solaire, en hiver, bizarrement, on a une faible consommation. Bon, c'est pas si bizarre que ça, parce qu'en été, il fait beaucoup plus chaud. Voilà, l'été, il fait beaucoup plus chaud, on produit beaucoup plus d'énergie solaire et ça reprend l'hiver. La production d'énergie éolienne, par contre, on dirait qu'elle est stable presque toute l'année, sauf au début ici, de janvier à mars, de novembre à décembre. Bon, je ne peux pas dire que c'est l'hiver, l'été, mais il y a pas un gros pattern comme ce qu'on a vu pour les autres. On peut faire également quelque chose d'autre. On peut afficher tout cela. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai oublié. Voilà, j'ai affiché le tout. Consommation d'énergie solaire, la consommation d'énergie et la production d'énergie solaire. Ah voilà, ce graphe, je voulais le montrer parce que pour dire que voilà, aujourd'hui en fait, on n'est pas encore en mesure de consommer que du 100% énergie solaire parce que la production est encore très faible par rapport à la consommation que nous faisons. Donc du coup, il faut qu'on ajoute il faut qu'on utilise encore les fossiles, mais je pense que ça va changer d'ici là. Alors, la consommation par mois, ça peut être intéressant. Donc, du coup, on peut faire un box plot très facilement et voir la consommation par mois. C'est très simple. On a la colonne monte déjà, la colonne consommation. Donc, regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est magnifique selon moi. Donc, on voit que je disais, hein, ce que je disais exactement. En hiver, en été, la consommation elle diminue beaucoup. Elle diminue. Puis, en hiver, ça reprend. En été, ça diminue. En hiver, ça reprend. On a deux outliers ici. On dirait en janvier, il y a deux outliers ici. Je comprends pas. Voilà. Ah, voilà. Je voulais faire la visualisation par jour également. Mais bon, ça, on l'a déjà fait, je pense, non? La consommation, on savait que c'est le mercredi qu'on consomme le plus, je pense. Ben voilà, on l'avait déjà vu. C'est ça. Je voulais faire un box plot également ici pour voir un peu, juste pour le fun. Alors, ici, nous allons voir la consommation en semaine versus le week-end. Donc, puisqu'on a une colonne qui est week-end, bon, on peut faire la visualisation très rapidement. Très rapidement.
Vous voyez, c'est ça. Donc, est-ce que c'est le week-end? Oui. La consommation, ok. En global, la consommation au week-end, elle est beaucoup plus intéressante, elle est beaucoup plus conséquente que la consommation en semaine. Mais ça, c'est bizarre, non? Honnêtement, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, en semaine, on est au travail, on ne consomme pas beaucoup à la maison. Mais les buildings des entreprises consomment également beaucoup en semaine. Euh, c'est bizarre, il y a quand même un gros écart quand même, hein. Il y a quand même un gros écart entre la consommation en week-end et la consommation en semaine. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, essayez de m'expliquer ça en commentaire. Alors, les séries temporelles ont ce truc qu'on appelle le resampling. Pouvoir grouper par semaine, par mois, par trimestre, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, supposons qu'on veut faire la consommation par semaine, par exemple. Donc, du coup, on peut faire, comment dire, faire un resample. Donc, je prends par exemple les colonnes year, month, is, weekend. Hein, ah non, d'abord ce que j'ai fait, c'est que je les ai supprimés, tout ceci, parce qu'elles ne m'intéressaient pas. Ok, donc je prends juste le daytime en fait. Puisque le nez c'est le daytime, c'est quand vous faites resample, vous mettez double vers l'intérieur pour dire week, et on fait point min, on aura la consommation, ou plutôt les autres colonnes en fait, on les aura par semaine. Donc, regardez ceci. J'aurais pu le faire en 3 étapes, hein, en 3 étapes. Allez, est-ce que je le faisais en 3 étapes pour que ce soit beaucoup plus clair? Ok, donc d'abord on a fait ceci, on a supprimé les colonnes year, month et is, weekend, celles qu'on a créées là en gros. Puis on a fait un resample. Donc vous allez voir ici, première semaine, deuxième semaine qui commence au 8, troisième semaine qui commence au 15, et on a la moyenne en fait de la consommation par semaine. La consommation en moyenne par mois, on aurait pu faire, au lieu de faire un groupe by month, on aurait pu faire un resample, m.sum, et on aura la consommation en moyenne. C'est la somme que j'ai fait. Donc ici, on peut faire min. Et donc, du coup, consommation par mois, tac, on fait un resample par mois. Voilà, m pour 10 mois. Vous voyez, ça c'est la fin du premier mois, fin du deuxième mois, fin du troisième mois, et ainsi de suite. La consommation par trimestre, voilà, Q pour dire quarter. Quarter, on a combien de quarter? On a 3 quarters, non? Je pense, hein. C'est le trimestre, je pense. Q pour dire trimestre. Quarter pour dire quarter. Donc, du coup, on a la consommation ici. Voilà, c'est où? Voilà, on a d'abord le 31 mars, voilà, la fin du premier trimestre. 30 juin, la fin du deuxième trimestre, et ainsi de suite. Donc, voilà les applications qu'on peut faire facilement avec les séries temporelles. Voilà, on est à la fin de notre analyse des séries temporelles. C'était vraiment une introduction à tout ce qu'on peut faire avec les séries temporelles. Je vous recommande ce livre. On va aller voir vite fait. Le livre Python Data Science Handbook. Voilà, ce livre. Data Science Handbook. Alors sur GitHub. Cherchons le GitHub parce que c'est un livre gratuit en lecture sur GitHub. Donc si je clique, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc du coup, pour en savoir plus, pour aller beaucoup plus loin, c'est en anglais, mais c'est très très facile à comprendre. Data Manipulation avec Panda, allez sur la partie Working with Time Series, et lisez ceci, vous allez apprendre beaucoup de choses que je ne vous ai pas montré. Et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose sur les séries temporelles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à inviter beaucoup plus de personnes à s'abonner à la chaîne YouTube. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et ciao ciao.